Calvin Suarez, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es l'ancien coordinateur du collectif Mémoire coloniale, mais tu restes actif au sein de cette association qui est à l'origine, entre autres, de la reconnaissance d'une place, le Mumba, à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet? Alors, on va dire que ce projet, aujourd'hui, on voit ceux qui ont achevé l'œuvre, en fait. Parce qu'avant, il y avait des aînés, je ne peux pas tous les citer, mais il y avait des gens comme Antoine Kitungu, qui est professeur à l'université de Lubumbashi, qui a longtemps milité ici, Ken Diaye, très connu sur la place bruxelloise, propriétaire de l'Horloge du Sud, le fameux restaurant, Lucas Catherine, et plein d'autres, parce qu'il y a eu des initiatives informelles qui ne sont pas allées jusqu'au bout, Ascarbé, Camille, Bruxelles, et celle qui a été, celle que nous avons relancée, parce que ces anciens, qui sont des intellectuels dont je viens de parler, avaient créé le premier collectif Mémoire coloniale, à l'initiative du comité de l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM, qui travaillait sur la dette coloniale, et avec Isabelle Minon, qui était présidente d'Intal Congo. Et lorsque nous avons rejoint cette lutte, on va dire que la lutte était presque descendante. Et donc nous avons décidé de réanimer la lutte. Et il y avait un personnage comme Philippe Boeck à l'époque, qui est un solitaire, un indépendant, qui faisait les choses de son côté. Nous avons décidé de réorganiser cette lutte, d'avoir une stratégie globale qui ne porte pas uniquement sur Bruxelles, mais sur la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, et peut-être que nous parlerons des résultats en Wallonie. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à relancer cette lutte. Et d'autres associations nous ont rejoints dans cette nouvelle stratégie, dans cette relance de la lutte, des associations comme Change, ASBL, comme Intal Congo, comme BAMCO, qui nous ont rejoints. Et on va dire ce travail d'ensemble nous a permis aujourd'hui de donner le dernier coup de pioche à ce mur qui résistait. Et il faut dire que ça a été un travail de longue haleine, 15 ans. Nous avons repris la lutte à partir des années 2010-2011, et c'est véritablement à partir de ce moment que nous avons systématisé l'idée d'être sur le terrain. Chaque année, à chaque occasion, nous profitons pour mettre la pression sur les représentants politiques et pour mobiliser surtout la population, toute la population, quelle qu'elle soit, à être derrière nous. Et c'est comme ça que nous sommes parvenus à ce résultat. Donc aujourd'hui, vous êtes satisfait? Oui, on est satisfait, mais pas totalement. C'est-à-dire vous vouliez une place, vous avez une place, vous êtes oui, satisfait. on n'a pas une place, on a un square. Ce qui nous est positif dans cette histoire, c'est que finalement nous avons eu une place, un square qui se trouve à l'entrée du quartier Matongé, qui est un quartier symbolique. Et dans la pluralité mémorielle, on va dire ce square qui va être accompagné d'une sculpture, d'une statue à l'honneur de Lumumba, va faire face à Léopold II qui est de l'autre côté à Trône. Donc l'ironie de l'histoire est assez remarquable. Maintenant, il reste du travail. Parce que symboliquement, c'est important que dans l'espace public, on puisse avoir des personnes. Pour nous, Lumumba était symbolique parce que c'est l'histoire de la Belgique, l'histoire du Congo. Et il est important qu'il y ait des femmes et des hommes qui ont porté les valeurs que nous défendons aujourd'hui, les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté, les valeurs d'autodétermination des peuples finalement, et qui ce sera un outil, un véritable outil, parce que nous faisons des visites guidées autour du patrimoine colonial, et nous n'avions pas encore cette place officialisée où nous pouvions amener des élèves à qui nous transmettions ces valeurs-là. Et donc aujourd'hui, nous avons un outil sur lequel nous allons travailler. Et nous ne sommes pas entièrement satisfaits parce que, avec le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, et les autres partis politiques, nous sommes d'accord que le travail doit se poursuivre dans les écoles, dans les associations, mais aussi en termes de débat public. Le débat doit se poursuivre pour que dans l'enseignement, concrètement, par exemple, les choses changent, pas seulement sur l'histoire coloniale. Parce que beaucoup de gens, ignorants de l'histoire de l'Afrique, la font débuter à la colonisation, alors que l'Afrique a eu une histoire avant. Et donc tout ça a un impact sur les afro-descendants dans leur vie quotidienne, de la manière dont les chefs d'entreprise, les chefs de société qui veulent engager des gens, la manière dont ils les voient, c'est que ce sont des gens qui sont moins intelligents, plus paresseux, qui n'ont pas eu finalement dans leur histoire cette stimulation intellectuelle. Je pense que tout ça va nous permettre de continuer à travailler pour ce changement. Mais est-ce qu'une grande partie du travail ne se trouve pas en Afrique? Notamment de débaptiser les rues qui portent les noms des colons. Oui,
Alors, moi, je m'inscris en faux par rapport à ceux qui nous disent votre travail, parce qu'il faut savoir que quand nous avons commencé à travailler sur cette question, que ce soit ici à Mons ou à Charleroi, des gens, y compris des afro-descendants, se moquaient de nous en disant vous brassez de l'air, le bourreau ne va jamais accepter de réhabiliter la victime. Ce que vous dites est vrai, d'une part, et il y a déjà des choses qui se font. Nous sommes en lien avec des mouvements sur le terrain qui sont en train de travailler là-dessus. Par exemple, au Sénégal, il y a un mouvement qui s'appelle FEDERB doit tomber. FEDERB, c'est le nom d'un ancien gouverneur de l'Afrique occidentale française. On sait que Dakar était la capitale de cet AOF. Il y a un mouvement qui veut faire tomber FEDERB, c'est-à-dire que partout à Dakar, on a des rues FEDERB, des avenues FEDERB qui veulent décoloniser les rues. Pourquoi ça doit se faire de manière concomitante? Parce que, pour deux raisons. D'abord, nous avons ici une diaspora. Et nous avons toujours eu dans cette diaspora, le mythe du retour. Nous allons rentrer, nous allons rentrer, nous allons rentrer. Et on ne rentre pour la plupart jamais. On fait des enfants qui font eux-mêmes des enfants et qui finalement sont soumis à cette idéologie. Donc, il ne faudrait pas uniquement que ce soit l'Afrique qui se décolonise, mais aussi ici que les afro-descendants et leurs descendants puissent en bénéficier. Et même, j'irai au-delà. Les Blancs, les personnes qui sont d'origine belge et européenne doivent bénéficier de cela. Parce qu'on doit les sortir de la propagande coloniale. Parce que la propagande coloniale leur a mis, comme à nous, dans la tête des stéréotypes qui sont négatifs. Et mais jusqu'où voulez-vous aller? C'est quand le jour où vous direz c'est bon? Là, vous vous rendez compte que la colonisation a duré plus de 400 ans. Parce que moi, j'ai 600 ans, moi j'y intègre le système triangulaire de l'esclavage. Mais c'est un travail de longue haleine. Je ne peux pas... Dans 600 ans... Ah non, peut-être qu'il y a des accélérations de l'histoire. Vous savez, si on nous avait dit à nous-mêmes il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi qu'on aurait aussi vite la place Lumumba, on n'aurait jamais accepté. Donc il y a eu une accélération de l'histoire qui a fait que... en ce qui concerne la décolonisation de la société, parce que c'est ce que nous considérons, c'est pas seulement l'espace public, l'enseignement, les institutions, à commencer par les institutions culturelles, le musée royal Tervuren qui va rouvrir, le débat va arriver aussi, il a commencé, Beaux-Arts, toutes ces institutions culturelles, et pas seulement le UNIA, et plein d'autres institutions doivent être décolonisées. Même les structures politiques. Un exemple, on ne doit plus mettre des Noirs ou des personnes, des afro-descendants, parce que quand nous parlons d'afro-descendants, nous incluons les personnes d'origine maghrébine. On ne doit pas seulement les prendre comme des attrapes-voix ou à faire ceux qui ramassent après ce que les miettes que les autres ont laissé tomber. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit commencer par la décolonisation des mentalités. Donc vous voyez que c'est un travail de longue haleine. On y arrivera, on dira que c'est fini le jour, par exemple, quand un Noir va devenir ministre dans ce pays, on va dire c'est banal. Personne ne va considérer que c'est à cause de sa couleur de peau qu'il est là. Et donc, ou directeur d'une grande société. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se dira, on y est arrivé. Justement, vous parlez tout à l'heure des Africains comme des attrape-voix. Mais c'est un joli coup pour le PS quand même, avec Philippe Claus. Non, je vais dire une chose, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un joli coup pour Philippe Claus lui-même, en tant qu'homme politique. Mais pour moi, ce n'est pas un joli coup pour le Parti socialiste. Parce que je sais que dans tous les partis, il y a des progressistes et il y a des conservateurs. Donc, il y a des partis qui n'ont pas beaucoup de problèmes avec la décolonisation, comme Écolo ou le PTB, qui ont une histoire beaucoup plus récente et qui font que, dans leur histoire, donc ils n'étaient pas là au moment de la colonisation, ils n'ont pas de vieille casserole. Donc ils sont à l'aise avec ça. Mais d'autres partis comme le CDH, comme le PS, comme le MR, ce sont des partis qui étaient ancrés. Même s'ils ont changé de nom, ils étaient ancrés à l'époque et ont beaucoup plus de difficultés. Et donc dans ces partis-là, nous nous appuyons sur les progressistes. Par exemple, à Mons, nous avons travaillé avec quelqu'un comme Georges-Louis Boucher sur ces questions-là. Il y a une part de stratégie personnelle. C'est-à-dire, c'est de la politique. Les associations sont habituées à travailler avec les politiques. Yvan Mayer était un obstacle? Non, alors il faut préciser quelque chose. Yvan Mayer sur ces questions n'était pas un progressiste, à mon avis. Parce que nous avons vu un peu certaines de ses positions sur la question liée aux personnes d'origine étrangère, d'origine africaine, etc. C'était pas un progressiste. Maintenant, ce qui a fait bouger les choses, c'est notre combat XL.
Et à Ixelles, très clairement, aussi bien dans le Parti socialiste que au MR, le mouvement réformateur, il y avait des conservateurs. Au PS, on a un progressiste comme Béa Diallo, par exemple, qui a fait bouger certaines lignes. Et je pense que Philippe Lose a vu aussi, et il l'a dit dans les médias, l'opportunité de faire là quelque chose de symbolique qui peut marquer l'histoire. Et quand je dis rendons à César ce qui est à César, il est normal qu'il en tire les fruits politiques. Mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ont lutté pour cette question depuis très longtemps. Ken Ndiaye, Béa Diallo, tous ceux qui, dans les différents partis, se sont prononcés finalement pour cette décolonisation. Gisèle Mandaïla, tout le parti écologiste a toujours voté pour. Et donc, la question n'est pas aussi facile que ça. Il y a des courants différents qui traversent les partis. Mais Ixelles a été un échec, on est d'accord. Ixelles n'a pas été totalement un échec. Ixelles a été un échec dans le sens où la bourgmestre aujourd'hui elle doit se mordre les doigts parce que c'est elle qui a affirmé dans les médias, elle a pris ce risque de dire tant que je serai bourgmestre, il n'y aura pas de place Lumumba. Aujourd'hui, nous aurons un square Lumumba. Ça a été un échec en partie dans la mesure où nous n'avons pas atteint l'objectif d'avoir une place à Ixelles, mais nous sommes arrivés à un résultat puisque le conseil communal d'Ixelles avait décidé de mettre en place une plaque commémorative pour Lumumba. Et donc, nous avions décidé de porter la stratégie dans d'autres communes. On a parlé d'Anderlecht, on a parlé de Mons, où on va avoir une plaque commémorative, cette fois-ci au nom des trois, c'est-à-dire Lumumba, Okito et Mpolo, qui ont été assassinés ensemble, et à Charleroi, le 24 mai, nous allons inaugurer une rue Lumumba. Donc c'est une stratégie d'ensemble que le collectif Mémoire coloniale lutte contre les discriminations a mise en place et qui a porté aujourd'hui ses fruits. Comment honorer Lumumba quand les assassins n'ont pas été condamnés? Ça, c'est une vaste question. Mais là, justement, l'État congolais a un rôle à jouer. Parce que, vous savez, avec Ludo de Witt, qui a levé le lierre, qui est sociologue, journaliste, qui a écrit le premier bouquin qui a fait exploser sur la scène internationale l'affaire Lumumba, parce qu'on l'avait oublié en 1999. Ça a coïncidé avec la redéfinition des relations extérieures de la Belgique en Afrique centrale. Nous avons travaillé avec lui sur justement les deux dents qui restent du corps de Lumumba, parce que je rappelle qu'il a été découpé, son corps a été découpé à la tronçonneuse et mis dans de l'acide. Nous avons travaillé aussi sur le vol de son discours, parce que le discours a été volé le 30 juin. Après le discours, un colon est venu, il a volé le papier. Et donc nous avons retrouvé tout ça et nous avons interpellé les autorités congolaises en disant c'est un patrimoine africain, c'est un patrimoine congolais, il faut que ces reliques retournent au Congo. Nous n'avons à ce jour reçu aucune réponse. Cela veut dire qu'il doit y avoir une volonté de la part des pays africains en général et du Congo en particulier pour que les assassins de Lumumba soient jugés et condamnés. Aujourd'hui, ce n'est pas fini parce qu'il y a une plainte qui est pendante de la famille devant les tribunaux belges avec un avocat, Christophe Marchand, qui fait un travail remarquable et des conseillers de la famille afin que des gens, 12 personnalités dont 2 sont décédés aujourd'hui, puissent répondre de leurs actes. Parmi ceux-là, il y a un homme célèbre qui est Étienne d'Avignon, qui est dans le conseil d'administration de Brussels Airlines et qui est le président du Beaux-Arts. Donc le combat n'est pas terminé. Quand je disais que nous ne serons satisfaits que lorsque certaines choses seront mises en place, la justice est un élément essentiel de ce combat pour la décolonisation. Et donc, nous ne désespérons pas qu'un jour, les assassins de Lumumba soient jugés et condamnés. Tant qu'il en restera un sur les 10 qui restent, le procès peut avoir lieu. Qui dit reconnaissance dit réparation. Est-ce que pour vous, accepter une place Lumumba, c'est reconnaître le rôle négatif qui a été joué par la Belgique? Et si oui, il faut s'attendre forcément aux réparations? Je pense que d'abord, il y a eu une reconnaissance en 2002 par le Sénat, par le Parlement belge en général, de son rôle dans l'assassinat de Lumumba. Il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement une résolution déposée par les députés écolo et Groen, Benoît Ellings et Water de Vrint, qui a été co-signée par le Parti socialiste, les deux côtés, flamands et francophones, le PTB, et je pense Défi aussi, qui ont signé ce texte. Les partis de droite ne veulent pas signer pour qu'il y ait un travail, comme cela a été pour les Juifs,
le génocide des Juifs, pour qu'il y ait un travail confié au CGES sur les grands crimes, les grands massacres qui ont été commis du temps de la colonisation. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance, et nous considérons que les pas qui ont été posés en ce qui concerne la décolonisation de l'espace public, c'est un prolongement de cette reconnaissance. Maintenant, la réparation, c'est quelque chose qui va venir après. Mais quel type de réparation ? Et là, on doit avoir un débat clair dans la société. D'abord au niveau des communautés afrodescendantes, des diasporas, et ensuite au niveau de toute la société. Pourquoi ? Parce que même dans les intellectuels, les grands intellectuels africains, afrodescendants, il y a eu ce débat. Césaire estime que ce qui a été fait a été tellement... C'était tellement hors norme qu'on ne peut pas réparer financièrement, matériellement, mais par du symbolique. Ça peut être une forme de réparation. Mais on peut aussi décider que les familles qui ont été touchées concrètement par les grands massacres puissent effectivement obtenir une réparation, que l'État congolais puisse obtenir une réparation. Mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir. Ok, mais est-ce que vous comprenez le Belge qui se dit, ouais, on a déjà des Juifs qui ne cessent pas de réclamer, qui ne cessent de réclamer des réparations. On va encore se coltiner les Congolais ou les Noirs et on va passer tout le reste de notre histoire à réparer ce qui a été fait par des gens qui ne sont pas nous. Est-ce que vous comprenez que des Belges peuvent se trouver emmerdés par tous ces débats? Les Belges du quotidien. Oui, je peux comprendre. Vous savez, le nombre d'insultes et de menaces que nous avons reçues depuis que nous avons commencé cette lutte est impressionnant. Mais il y a deux aspects à cette question. C'est la définition du nous. C'est-à-dire, ils ne sont pas nous. Nous, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, nous faisons partie de ce nous. Et donc, c'est une histoire commune que nous sommes en train de gérer. Et ce que nous voulons dire, parce que l'argument commun qui nous est sorti, c'est que, alors il faut condamner les Romains pour avoir envahi la Gaule. Mais la Rome antique et la Gaule antique n'existent plus. Il faut expliquer aux concitoyens belges qu'il y a dans notre démocratie un principe qui s'appelle la continuité de l'État. L'État belge qui a commis ces faits, existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Une action s'éteint lorsque la personne décède ou lorsqu'il y a prescription. Aujourd'hui, l'État belge n'est pas mort, il est là. Et il y a des crimes imprescriptibles qui ont été commis. Et donc, ces crimes-là, il faudra rendre des comptes. Donc, il faudrait que nos concitoyens puissent comprendre qu'il y a des principes démocratiques auxquels on ne peut pas déroger. Et on ne peut pas faire la leçon aux autres, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, sans se les appliquer à soi-même. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui. C'est dans la définition de cette société où nous allons tous vers un vivre ensemble commun que nous avons le devoir. C'est pour cela que nous avons le devoir, justement, de faire ce travail de mémoire. Merci Calvin. Merci Naël de m'avoir invité.